Il rêve de passer sa retraite dans l'espace et d'y envoyer des data centers. Mais avant de coloniser Mars, le sulfureux Elon Musk s'apprête à conquérir Wall Street. Demain, son entreprise spécialisée dans le vol spatial et l'intelligence artificielle fera son entrée au Nasdaq. Nous entamons une nouvelle phase de croissance massive et nous avons besoin de capitaux. Cette entrée en bourse promet une course folle avec les deux autres poids lourds de l'intelligence artificielle, OpenAI et Anthropic, eux aussi en route vers Wall Street. Mais savent-ils vraiment où les mènera cette compétition vertigineuse? Pas si sûr. Comme Elon Musk il y a 3 ans, OpenAI et Anthropic alertent sur les dangers de l'IA. Tout en ayant le pied sur l'accélérateur, ils réclament un coup de frein mondial. L'un des fondateurs d'Anthropic était même présent le mois dernier au Vatican lorsque le pape a présenté sa première encyclique consacrée à l'IA. Léon XIV a appelé les géants de la tech à ne pas perdre le contrôle. L'intelligence artificielle exige désormais d'être désarmée. Libérée des logiques qui en font un instrument de domination. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Prometteuse pour la recherche médicale, l'IA peut aussi se révéler destructrice, notamment pour l'environnement. Les data centers sont très gourmands en eau et en énergie, mais aussi sur le marché du travail, comme le martèle le démocrate américain Bernie Sanders. Elon Musk l'a dit lui-même, et je le cite, « L'IA et les robots remplaceront tous les emplois. » Et le dirigeant IA de Microsoft prédit que la plupart du travail exécuté par les cols blancs pourrait être réalisé par l'IA dans les 10 prochaines années. Alors, faut-il s'enthousiasmer devant les promesses révolutionnaires de l'IA ou au contraire redouter des ravages irréversibles sur fond de rivalité commerciale et géopolitique? L'humanité peut-elle perdre le contrôle de son destin? Nos 3 invités pour ce débat, Aymeric Roucher, bonsoir, ingénieur en intelligence artificielle. Vous avez publié Ultra Intelligence, jusqu'où iront les IA chez Odile Jacob. Selon vous, quand on parle d'IA en Europe, en l'occurrence, on n'exprime que des peurs, mais la réalité, c'est qu'on est très loin de faire la course en tête, nous les Européens, et que les gagnants ne nous demandent absolument pas notre avis. Les gagnants, les Américains et les Chinois, on en reparlera bien sûr. Anne-Sophie Moreau à côté de vous, philosophe, rédactrice en chef de Philosophie Magazine. On voit la une de Philosophie Magazine qui fête ses 20 ans cette année et longue vie, encore 20 ans pour vous. Selon vous, les géants de la tech construisent d'immenses centres de données avec des coûts considérables en eau, en électricité et en occupation des sols. À un moment donné, ajoutez-vous, il faudra se demander pour quel usage cette technologie est véritablement utile et pour quel autre, évidemment, elle ne l'est pas. Et à côté de vous, Olivier Lascar, bonsoir, rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir. Dernier livre, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, chez Alizio. Ça tombe bien, on parlera de lui bien sûr. Selon vous, tous les grands acteurs du secteur sont partis dans une course folle. Rien ne pourra l'arrêter, sauf une régulation internationale similaire à celle qui existe contre la prolifération nucléaire. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, un chiffre imposant. Elon Musk prévoit donc de lever 75 milliards de dollars à son entrée en bourse demain avec des actions SpaceX au prix unitaire de 135 $. L'opération pourrait pulvériser le record de levée de fonds. 75 milliards, c'est le quart des recettes annuelles de l'État français. Olivier Lascar, ça veut dire en même temps que Musk, il suscite la confiance des investisseurs, des gros investisseurs, mais aussi des petits actionnaires qui vont certainement acheter en masse. Surtout eux peut-être. J'ai l'impression qu'il s'adresse en particulier à sa fanbase, Musk. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, surtout vu d'Europe, après toute l'aventure trumpienne où on aurait l'impression que l'image de Musk elle a été quand même assez fracassée, c'est pas le cas. Il fait encore rêver, parce que là-bas, il fait rêver. Parce que quand on en est à ce niveau de valorisation, on vend pas simplement un projet industriel. On vend une vision. On vend un rêve d'avenir et de futur. C'est une manière de redorer son blason aussi, au moment où il a subi une tempête, justement, en termes d'image. En tout cas, c'est une façon de montrer qu'il est toujours celui qui incarne une certaine vision du futur, qui est construit, on l'a beaucoup dit, au travers de ce projet spatial. Mais aujourd'hui, SpaceX, qui rentre en bourse, n'est plus simplement une entreprise spatiale. C'est aussi une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle. Et qui envoie, alors Aymeric Roucher, c'est le projet d'envoyer des data centers dans l'espace.
Oui. Les gens s'écharpent beaucoup sur la faisabilité de ce projet. Oui. Est-ce que c'est vraiment rentable d'aller envoyer des data centers dans l'espace où c'est beaucoup plus difficile de les rafraîchir? Par exemple, c'est un problème des data centers, la surchauffe. Je vous avoue que je ne me prononcerai pas si ça se trouve c'est possible. Donc, si je vous dis que c'est impossible, si ça se trouve dans 5 ans, je le regretterai beaucoup. Je ne sais pas encore. Oui. Anne-Sophie Moreau, comment on peut interpréter justement cette volonté d'aller plus loin toujours de Musk? C'est faire rêver ou s'approprier une part de l'espace? Oui, en fait, ce qu'il y a de fascinant chez Musk, c'est que c'est véritablement la figure de l'entrepreneur au sens de Schumpeter, c'est-à-dire c'est le type qui casse tout, qui casse les codes, qui essaye de repousser les limites du réel, du possible. Je pense que c'est ça qui fait que cette figure est fascinante, y compris pour les petits actionnaires qui avaient déjà investi dans Tesla, notamment. Et il faut savoir qu'il a un côté très, un peu comme un gamin qui a été nourri par la science-fiction, enfin, je veux dire, parce que c'est le cas. Musk, il a grandi avec des récits de science-fiction, avec le guide du voyageur intergalactique, avec le cycle de la fondation d'Asimov, etc. Donc, en fait, son rêve, c'est effectivement de porter l'humanité plus loin, de l'emmener idéalement vivre sur Mars, de repousser les frontières de l'humanité avec le transhumanisme, en nous hybridant avec des puces qui nous permettront de nous augmenter. Donc c'est l'idéal de l'humain augmenté. Donc il s'agit d'aller ailleurs, d'aller plus loin, de devenir autre que... Conquérir la high frontier, comme on dit aux États-Unis. Il y a des tas de théories autour de ça. Et avec un idéal philosophique derrière, évidemment, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. L'idéologie qui est la plus proche de la sienne, avait-il déclaré il y a longtemps déjà, c'est le long-termisme et l'accélérationnisme, c'est-à-dire c'est l'idée que nous devons accélérer toujours dans le développement technologique et que nous devons penser à très long terme pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas forcément de sauver ou d'améliorer la vie des gens qui vivent actuellement sur Terre, mais de penser aux 99% de l'humanité qui n'ont pas encore vécu, qui n'existent pas encore et qui seront peut-être complètement ailleurs, sur Mars, dans l'univers. Et donc, évidemment, ce sont des projets complètement fous, assez inquiétants, on y reviendra, mais qui sont portés par un élan quand même impressionnant. Mais Olivier Lescar, juste quand même une chose, il y a 3 ans, en 2023, dans une lettre signée par 500 spécialistes du secteur, dont Elon Musk, il réclamait un moratoire sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui explique cette bascule? Il est très gonflé. C'est la démonstration que c'est quand même une des composantes du personnage. Il ne manque pas d'air. Parce qu'effectivement, il fait cette proposition de moratoire avec une lettre ouverte. Et on se rend compte qu'une vingtaine de jours avant, il a ouvert les statuts de sa nouvelle société XAI, qui était sa réponse au succès d'OpenAI, qui est la société qui, depuis, a été absorbée par SpaceX, dans laquelle il fait de l'IA, dans laquelle il fait des deepfakes, de l'imagerie artificielle, etc. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ce qui a été dit il y a quelques secondes, c'est sur la question de la faisabilité, c'est très intéressant. Des data centers dans l'espace. Effectivement, aujourd'hui, les data centers, Musk dit, c'est super pratique parce qu'on sera plus près du Soleil en quelque sorte. Ce sont des satellites qui sont éclairés en permanence alors que sur Terre, il y a le jour et la nuit, etc. Donc on peut fabriquer en permanence de l'électricité. Les data centers dans l'espace seront ainsi mieux nourris, etc. Autosuffisant, quasiment. À contrario, ses opposants disent il y a plein de problèmes, l'ordre le refroidissement qui vient d'être dit. Mais il y a encore une vingtaine d'années, quand le même Musk disait on va faire de la fusée réutilisable, on entendait les mêmes voix qui disaient c'est impossible, mon ami. Tu es un petit genou qui vient de la Silicon Valley. Et ça a été possible. Et il l'a rendu possible. Donc il faut se méfier des grandes déclarations aujourd'hui qui disent on n'y arrivera pas. Parfois on y arrive. Alors, ironie de l'histoire, même les concepteurs de l'IA s'inquiètent de leurs possibles dérives et appellent à une réglementation. Écoutez Dario Amodei, PDG d'Anthropic, qui est à l'origine de Claude. This technology is an epochal change for humanity. It's something that is happening to humanity one way or another. We're in it. And there's this train. It's going very fast in some direction. You don't want it to crash. You can't stop the train. But what you can do is you can steer the train. Claude, c'est comme ChatGPT en quelque sorte. On peut avoir le choix, ou le chat, bien sûr, qui est français, de Mistral, de l'entreprise Mistral. Aymeric Rouchet, est-ce que c'est une inquiétude sincère ou c'est une stratégie de communication? Je pense qu'Anthropic est assez sincère là-dessus. Mais comme je pense que Musk peut être assez sincère aussi dans cette déclaration de faire un moratoire. C'est un peu un dilemme du prisonnier. Où, vous savez,
En théorie des jeux, il y a cette histoire du dilemme du prisonnier où on est soit tous sauvés, soit un seul. Enfin, en gros, là, la situation qu'on a, c'est un peu une course en avant. Et tout ce qu'on veut, c'est ne pas être le dernier de la course si la course a lieu. Donc on peut soit faire arrêter la course pour tout le monde, soit essayer d'être le premier de la course. Et donc en gros, c'est pour ça que Musk voudrait soit un moratoire, soit faire gagner son entreprise. Et je pense que c'est un peu pareil pour Amodei. Mais Anne-Sophie Moreau, pardon, mais ça paraît complètement contre-intuitif. C'est-à-dire, ceux qui produisent cette intelligence artificielle disent on veut une supervision. C'est-à-dire quoi? Ils attendent une ONU de l'IA et ils seront contents à ce moment-là, vraiment de déléguer la supervision et le contrôle? Oui, c'est très étrange parce que ça fait vraiment partie effectivement des discours un peu contradictoires de la part des géants de la tech. On a l'impression qu'ils attisent le débat sur l'IA par des discours volontairement apocalyptiques tout en portant un développement à outrance de cette intelligence. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, à part que je pense que derrière, évidemment, ce qui se cache, ce sont de très grands intérêts, ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire que évidemment chacun a intérêt à ce que son IA l'emporte sur les autres, et il me semble aussi qu'il s'agit aussi d'augmenter notre fascination pour l'IA en nous faisant croire que nous allons forcément nous retrouver dans une situation où on aura cette fameuse intelligence artificielle générale qui dépasserait un jour l'intelligence humaine. Et alors ça, évidemment, il y a beaucoup de débats là-dessus. C'était déjà une théorie de Werner Winch dans les années 80. Singularité. Voilà, la fameuse théorie de la singularité. Kurzweil. Voilà, et ensuite Ray Kurzweil au début des années 2000, c'est la théorie de la singularité qui a deux versions, c'est-à-dire soit une intelligence va dépasser l'intelligence humaine, soit deuxième version, pour survivre face à cette nouvelle espèce, entre guillemets, que représente l'IA, l'être humain va devoir s'hybrider avec la machine. Et Musk, évidemment, il joue sur les deux tableaux et notamment aussi sur cette hybridation. Alors justement, comme vous évoquez Raymond Kurzweil, on va le regarder à travers une archive, le remplacement de l'homme par la machine, on y est, le transhumanisme, la théorie de la singularité, eh bien, vous venez d'en parler. Derrière ça, il y a cet homme, le gourou de la Silicon Valley. Il a 80 ans aujourd'hui, il s'appelle donc Kurzweil, Ray, et en 65, dans un moment télévisé de bascule civilisationnelle, il n'a que 17 ans, regardez ce qu'il fait. Very nicely played, and now your performance, of course, leads into your secret, so if you'll whisper it to me, we'll let everybody at home know what's up. Ah, I see. Raymond, that's a very unlikely sounding piece of music. Am I being super critical? No. Did you compose it? No, I didn't. Henry? Was that thing written by a computer? Ah, wow. Yeah. Émeric Rouchet, c'était des balbutiements. Aujourd'hui, bien l'IA peut faire bien plus et bien mieux que nous. Oui, c'est incroyable. Mais il y a un avant et un après. Et d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui des gens qui utilisaient Fable 5, le dernier modèle de Claude, pour programmer à la fois une application qui représente un piano et la partition que cette application allait jouer et la manière de réaliser, de rendre les sons pour avoir quelque chose qui jouait dans le style de Haydn. Enfin, incroyable d'arriver à ça et qui jouait en live. En fait, ce qui est impressionnant et ce que Kurzweil a très bien compris dès les années 90, il théorisait qu'en 2020, en fait, il prenait simplement la loi de Moore. La loi de Moore qui dit que la puissance de calcul disponible pour un prix donné va doubler tous les 2 ans. Et il disait, à partir de ça, en faisant le postulat qui n'était pas du tout donné à l'époque, que l'intelligence, en gros, c'est de la puissance de calcul, il disait en 2020, on va arriver dans les zones qui sont similaires à celles du cerveau humain. Donc à peu près dans les années 2020, on va avoir des intelligences artificielles qui vont commencer à devenir puissantes. Et il prolongeait encore ça plus loin en parlant de singularité après. Mais en tout cas, c'est prouvé aujourd'hui, en fait, on peut dire que ça a été mesuré, ce qu'il nous dit. Ça s'appelle les lois d'échelle. Donc j'en parle beaucoup dans le livre Ultra Intelligence. L'idée, c'est on a mesuré empiriquement que à mesure qu'on augmentait la puissance de calcul qu'on mettait dans l'entraînement d'un modèle, donc les modèles comme ChatGPT, Claude, etc., si on multiplie par 10 la puissance de calcul, l'intelligence augmente d'un cran. On multiplie encore par 10, ça augmente encore d'un cran, et mécaniquement, complètement à l'infini, sans aucune limite visible. Ouais. Et donc en fait, ça, c'est la recette pour l'AGI dont vous parliez. On est certain aujourd'hui qu'on va arriver à des intelligences artificielles qui sont plus puissantes que tous les prix Nobel, parce qu'on continue juste d'augmenter la puissance de calcul. C'est pour ça que Musk a besoin d'argent. AGI égale intelligence générale, c'est ça. Il y a un enjeu de souveraineté très important. Oui, alors, quand on voit que l'Europe ne détient que 5% de la puissance de calcul mondiale et 76% aux États-Unis,
Oui, parce qu'il faut nécessiter de cette puissance de calcul, et c'est peut-être le facteur limitant qui fait que cette IA générale, omnisciente, elle ne va peut-être pas arriver si vite que ça. C'est parce que pour faire fonctionner les algorithmes d'intelligence artificielle, il faut des puces très particulières, qu'on appelle les GPU, qui sont fabriquées par certaines entreprises expertes. Il y a la fameuse NVIDIA, et aujourd'hui, il y a une forme de tension sur l'approvisionnement de ces puces. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on voit des acteurs comme SpaceX, qui, encore une fois, est devenu un acteur d'intelligence artificielle, qui a acheté des centaines de milliers de GPU pour faire des data serveurs, qu'elle sous-traite, qu'elle loue maintenant à d'autres acteurs comme Google ou Anthropic. Donc, cette ressource première, ce pétrole de l'intelligence artificielle, qui sont les GPU, il ne va pas y en avoir pour tout le monde. Et qui sont en Asie pour beaucoup aussi, c'est ça le problème, non? Alors, les Américains sont très très forts là-dessus, puisque c'est NVIDIA qui fabrique le NEC plus ultra de ces puces-là. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump a décidé de limiter les exportations de ces super puces vers la Chine, mais en réponse, les Chinois, avec le fameux logiciel DeepSeek, ont montré qu'ils étaient capables, avec des puces locales, qui a priori étaient moins puissantes, d'arriver à des résultats qui sont comparables aux meilleurs résultats des Américains. Donc on est dans une course Anne-Sophie Moreau, la France essaye de se démarquer dans cette course à l'IA. Emmanuel Macron, notamment avec son sommet IA, qui parlait de plug baby plug l'année dernière, en février 2025. Il y a déjà 350 data centers, d'autres en construction. Est-ce que là, il y a un vrai enjeu de souveraineté pour nous, Français ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut parler d'une sorte de nouvelle guerre des ressources pour l'IA. Alors effectivement, entre la Chine et les États-Unis. Oui, alors Macron répondait à Trump qui disait drill, baby, à propos du pétrole. Voilà, à propos du pétrole. Et en fait, ce qui est frappant là-dedans, c'est que on a tendance à croire que l'IA, voilà, c'est une sorte de puissance magique complètement détachée du réel, et que l'électricité est une énergie propre, et que donc il n'y aura aucun problème qu'en France, avec le nucléaire, voilà, si tant est qu'on soit pour le nucléaire, on s'en sortira. Or, on se rend compte que là, on assiste à un énorme effet rebond, comme le disent les spécialistes de l'écologie, c'est-à-dire que le fait qu'une énergie soit disponible en quantité, eh bien, ça incite à en utiliser plus, justement, à en utiliser beaucoup plus, et à en utiliser énormément plus avec l'IA, qui pose des problèmes donc de ressources d'électricité, mais aussi effectivement de minerais rares, etc., mais aussi de consommation d'eau, parce qu'il faut refroidir les data centers, et enfin aussi, qui pose aussi des problèmes d'emprise au sol, parce que les data centers voilà, sont souvent d'une taille gigantesque, donc ce qui pose des problèmes de biodiversité, etc. Mais pour aller au-delà de ça, moi, ce qui me semble très complexe à aborder, c'est aussi le fait que les grandes entreprises, soit qui développent de l'IA, soit qui utilisent l'IA, ont aussi souvent un rôle géopolitique, comme par exemple une entreprise comme Palantir, fondée par Peter Thiel et dirigée par Alex Karp, qui a un modèle qui a un modèle politique, voilà, c'est-à-dire qui considère que... Comment vous le qualifieriez, libertarien Oui, c'est plus que libertarien, parce que les libertariens, ils sont contre l'État. Alex Karp, avec sa République technologique, Alex Karp, c'est le dirigeant de Palantir, il considère que finalement la technologie, son entreprise de surveillance, qui est Palantir, doit pénétrer les administrations, administrer ces données et, en définitive, se rendre indispensable aux administrations, y compris aux administrations européennes, ce qui pose problème, évidemment. Ce qui pose problème pour nous. On va évoquer avec vous trois et avec Anna la problématique des emplois remplacés ou pas, et comment, par IA, robots, etc. Oui, coup dur pour la Silicon Valley. Depuis le début de l'année, 120 000 postes ont été supprimés, dont plus des 2/3 sont directement attribués à l'intelligence artificielle. On commence même à parler de job apocalypse, l'apocalypse de l'emploi. 30 000 emplois supprimés chez Amazon, 8 000 chez Meta, 15 000 au sein des grandes banques, selon le New York Times. Une vague de licenciements qui ne se limite plus qu'aux États-Unis et qui touche désormais la France. La presse fait partie des premières victimes. Le groupe Infopro Digital, qui détient les titres L'Usine Nouvelle et LSA, vient d'annoncer la suppression de 19 postes de secrétaire de rédaction, dont le métier consistait, entre autres, à relire les textes, s'assurer de leur lisibilité, corriger les fautes d'orthographe et parfois même rectifier le style. Et bien, tout ça sera désormais fait par l'IA. Chez Prisma Media,
Webedia, autre groupe qui détient les titres Ça m'intéresse ou Cuisine Actuelle entre autres. Un plan de licenciement a été annoncé pour 40% des effectifs. Dans ce cas précis, l'IA ne serait plus utilisée seulement pour corriger des articles, mais bien pour en rédiger. Et si on élargit un peu plus la focale, 5 millions d'emplois français sont menacés par l'IA d'ici 2030, selon une étude de la COFAS. Et plusieurs secteurs sont concernés, banque, assurance, droit, informatique, journalisme, architecture ou ingénierie. Olivier Lescar, 5 millions d'emplois supprimés, c'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire que plus on investit dans l'intelligence artificielle, plus on supprime des emplois? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, on est quand même en plein là-dedans, hein, c'est vrai. Hein. En Chine aussi, je disais ce matin que l'équivalent de 70 millions d'emplois était menacé en Chine par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des programmes, il y en a un qui s'appelle Open Cloud, par exemple, qui se plug sur votre environnement de bureau et qui est capable de se mettre en connexion avec vos messengers, WhatsApp, Slack et compagnie, et faire votre travail sans qu'il soit sollicité. Chez Meta, il est quand même troublant de voir que dans le même temps, on apprend que Zuckerberg demande à ses ingénieurs de construire une IA qui soit un double virtuel de lui-même, un patron bis. Et dans le même temps, il annonce le limogeage de 10% de ses équipes parce que, explique-t-il, il faut des sous pour financer l'IA, mais aussi, avec les solutions d'IA, on a besoin d'équipes qui sont beaucoup moins grosses qu'aujourd'hui. Aymeric Rochet, sur cette question. Je crois que vous vouliez revenir aussi sur les data centers rapidement. Oui, sur les data moins centers. pessimiste. Sur les data centers, rapidement. En fait, si on compte l'impact que ça a, on a tendance à beaucoup le surévaluer, l'impact sur l'environnement. Là, par exemple, il y avait le débat. Donc, Arthur Mensch a été le patron de Mistral AI. La boîte leader française européenne a été auditionné à l'Assemblée nationale et un député en face de lui a dit attention, le grand data center que vous voulez faire va représenter 70 hectares de surface agricole. Donc j'ai regardé, 70 hectares, ça fait 0,0003% de la surface agricole française. Ça va consommer de l'eau. Il y a des gens qui ont chiffré combien ça consomme. Un data center de cette taille-là, ça consomme environ 2,5 fois la consommation d'un McDonald's à l'année. Donc il vaudrait mieux manifester devant les McDonald's. Vous voyez, il y a des ordres de grandeur qui ne sont pas bons. Et rapidement, sur le travail, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou vous croyez à la destruction créatrice et que finalement l'IA ne va pas détruire tant d'emplois que cela à terme? Alors je pense que vous avez très bien formulé l'attention. Vous avez posé la question, est-ce que investir dans l'IA, ça veut dire supprimer des emplois? En fait, je pense que c'est plutôt l'investissement en IA des autres qui va supprimer nos emplois. Je pense qu'il faut plutôt voir le problème comme ça. En fait, aujourd'hui, s'il y a des emplois supprimés en France, c'est pas par Mistral, malheureusement, parce que Mistral n'est pas leader dans les parts de marché en France. C'est par Claude, ChatGPT. C'est ça qui détruit les emplois. Donc, je pense que le seul moyen, c'est à l'échelle européenne et pour les Français, qu'on soit meilleur. Et puis, voilà. Ou alors interdire les IA étrangères, mais dans ce cas, on prendra un choc de compétitivité monumental. Donc, je pense que c'est mieux de développer. C'est un autre débat. On ne va pas le commencer ce soir puisque c'est terminé. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer ce soir.